J'ai découvert que ma femme, celle qui était tout mon univers, mon refuge, me trompait depuis 7 longs mois. La douleur n'était pas seulement un choc, c'était une tempête furieuse qui a balayé toute trace de confiance, toute once d'amour, toute vision d'avenir dont nous avions rêvé. Chaque jour devenait un champ de bataille entre une colère ardente et un épuisement écrasant, entre une froide résignation et l'espoir désespéré de pardonner. Je me suis renfermée, je me suis retirée de notre mariage en silence, évitant la confrontation, devenant un fantôme dans mon propre foyer. Puis, dans l'obscurité, une lueur d'espoir est apparue, Monica, une ancienne flamme d'il y a des années, qui a ravivé des sentiments que je croyais éteints. Avec elle, j'ai trouvé une lumière fragile qui m'a poussée à affronter la vérité, à affronter ma femme et à affronter les morceaux brisés de ma vie. Ce qui s'est passé ensuite n'était pas une promesse de guérison. Ce fut une confrontation bouleversante, jalonnée de larmes, de supplications désespérées et des derniers mots froids d'un homme dont l'amour était mort. Ce voyage, celui que je n'ai jamais voulu entreprendre, est un voyage de douleur et d'honnêteté brute, me forçant à reconstruire à partir d'un point où je n'aurais jamais imaginé me retrouver. Avant de plonger dans le vif du sujet, dites-moi dans les commentaires. D'où regardez-vous? J'aimerais avoir votre avis. Maintenant, installez-vous confortablement, car voici mon histoire, une histoire d'amour, de trahison, de chagrin et de force pour aller de l'avant. Il y a un moment où le monde entier s'écroule non pas avec un fracas, mais avec un poids silencieux et étouffant qui vous pèse sur la poitrine jusqu'à vous empêcher de respirer. Ce moment est arrivé pour moi de manière inattendue, enveloppé de silence et de trahison. J'ai découvert que ma femme me trompait depuis 7 mois. 7 mois de secrets, de mensonges, d'instants volés, cachés derrière les murs du foyer que nous avions construit ensemble. Ce n'était pas une confrontation dramatique. Pas de cris, pas de bagarre explosive, juste la preuve subtile mais évidente qui a tout bouleversé, des messages que je n'étais pas censé voir, des appels qu'elle a rapidement interrompus dès mon arrivée, la distance dans son regard qui a soudain pris sens. Les nuits que j'ai passées à ressasser nos souvenirs, à me demander où j'avais manqué les signes, à douter de moi-même, à avoir l'impression de m'effilocher fil par fil. Ce qui m'a le plus blessé, ce n'était pas seulement l'acte en lui-même, mais l'acceptation silencieuse que je ressentais chez elle, comme si elle nous avait déjà abandonnés bien avant que je ne le sache. Pourtant, ce qui m'a vraiment déchiré, c'est de savoir que nos enfants étaient pris dans cette tempête, leurs rires innocents ignorant les fractures sous-jacentes, tandis que je portais cet insupportable secret comme une lourde chaîne autour de mon cœur. Durant ces nuits sombres, mon esprit était un champ de bataille. La rage me submergeait comme une traînée de poudre, laissant derrière elle des cendres de désespoir. Comment osait-elle faire ça à nous, Alexandrave, notre famille? Mais mêlée à cette fureur se mêlait une tristesse vive et douloureuse qui menaçait de m'engloutir. Je me noyais dans une mer de confusion, l'amour et la haine s'entrechoquaient comme les vagues d'une tempête implacable. Je suis devenue une ombre dans ma propre maison, physiquement présente mais émotionnellement absente. J'ai cessé de partager mes repas avec elle, de répondre à son regard lorsqu'elle me regardait. Je gardais mes distances, même avec nos enfants, de peur que mon tourment ne déborde et n'empoisonne leur monde. Des amis m'ont contacté. Marc, mon plus vieil ami depuis la fac, m'appelait fréquemment, essayant de me ramener à la réalité. Sa voix était l'une des rares choses qui me maintenait en haleine quand je n'aspirais qu'à disparaître complètement. Marc était ma caisse de résonance et ma bouée de sauvetage. Lors d'une nuit particulièrement sombre, je me souviens lui avoir dit, les larmes aux yeux, comment reconstruire quand les fondations ont disparu? Quand la personne en qui on avait le plus confiance se révèle être un inconnu à la vie secrète? Sa réponse fut simple mais percutante, on ne reconstruit pas en oubliant. On reconstruit en affrontant la vérité, aussi douloureuse soit-elle. Affronter cette vérité signifiait affronter l'insupportable. La femme que je croyais partager mes rêves, mes peurs, mon avenir, vivait une autre vie, une vie que je n'étais même pas invitée à comprendre. Et pourtant, même en me vautrant dans la colère et le chagrin, une petite partie de moi cherchait encore un sens, une explication qui pourrait donner un sens à ce chaos. Et puis il y avait le poids écrasant de la responsabilité, les enfants. Nos enfants, dont les yeux brillants se tournaient vers moi pour trouver sécurité et amour, alors qu'ils se tenaient sans le savoir au milieu d'un champ de bataille en ruine. J'ai passé d'innombrables heures à essayer de les protéger des conséquences, mais même moi, je voyais la confusion et la douleur se lire sur leurs visages.
Leur monde avait basculé, tout comme le mien, et je savais que je devais être la seule à pouvoir le maintenir. C'était un chemin solitaire. Seule dans mes pensées, je me demandais s'il fallait l'affronter ou simplement m'éloigner. Le silence entre nous devenait chaque jour plus pesant. Notre maison semblait étrangère. Les souvenirs autrefois joyeux la poignardaient désormais comme des couteaux, les dîners remplis de rires remplacés par des évitements discrets, les caresses et les promesses murmurées remplacées par des regards froids et des pièces vides. Mais au milieu de ces décombres, une lueur d'espoir a émergé. Une rencontre inattendue qui allait remettre en question tout ce que je pensais vouloir et me forcer à affronter non seulement mon mariage brisé, mais aussi ce dont j'avais vraiment besoin pour guérir. Il arrive un moment où le poids insupportable de la trahison ne vous permet plus de tenir le coup. Quand la douleur, les promesses non tenues et la confiance brisée se fondent en une vérité unique et claire, le mariage auquel vous croyiez autrefois n'est plus à votre portée. Ce moment est arrivé dans le silence glacial d'une maison qui ressemblait plus à un champ de bataille qu'à un foyer. Après des mois de lutte contre la colère, le chagrin et l'incrédulité, je suis arrivé à un carrefour, continuer à faire semblant, garder espoir, ou enfin prendre la décision de lâcher prise et de reprendre ma vie en main. J'ai choisi la voie difficile, le divorce. Mais ce choix n'a jamais été simple. Il s'accompagnait de douleur, de culpabilité, de peur et d'une foule de questions sur l'avenir, questions qui n'avaient pas de réponse simple. La première étape était concrète, trouver un avocat, comprendre les aspects juridiques et défaire petit à petit les fils d'une vie commune. Mais les papiers juridiques n'étaient pas le plus difficile à affronter. C'était de l'annoncer à mes enfants. Leurs yeux innocents, leur cœur confiant. Comment leur expliquer que la famille qu'ils chérissent est en train de se briser ? Comment les réconforter quand son propre cœur est en miettes ? Je me souviens particulièrement d'un soir, assis avec eux après le dîner. Leur voix tremblait lorsqu'ils demandèrent doucement « Est-ce que papa et maman vont bien ?» J'aurais tellement voulu dire oui. Mais au lieu de ça, je devais être honnête sans bouleverser davantage leur univers. Parfois, les adultes ne peuvent pas rester ensemble, mais papa et maman t'aiment très fort et seront toujours là pour toi. Ces mots étaient lourds, comme une épée à double tranchant, une promesse et un adieu réunis en un seul. Au milieu de ce chaos émotionnel, mes vieux amis et ma famille sont devenus à la fois des bouées de sauvetage et des sources de pression. Ma sœur, Émilie, était une présence constante, m'offrant réconfort, amour et distraction occasionnelle. Elle m'a poussé à privilégier mon bien-être, me rappelant, on ne peut pas verser d'une tasse vide. Mais des voix m'ont aussi dit de faire plus d'efforts, ou de lui donner une seconde chance. Ces mots résonnaient douloureusement, me rappelant que tout le monde ne comprenait pas la profondeur de la blessure ni l'obscurité qu'elle avait jetée sur mon âme. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai consciemment mis fin au mariage pour lequel je me suis battue. J'ai cessé d'engager la conversation, évité les espaces communs et commencé à me préparer à la vie que je mènerais seule. Le silence entre nous était assourdissant, rempli d'accusations non exprimées, de regrets et d'une lassitude mutuelle qu'aucun de nous ne parvenait à surmonter. Pourtant, intérieurement, une bataille faisait rage. Une partie de moi s'accrochait désespérément à l'espoir que quelque chose pouvait encore être sauvé, que peut-être la femme que j'aimais avant la trahison pourrait être retrouvée. Mais chaque fois que je cherchais cet espoir, il me filait entre les doigts comme de la fumée, remplacé par la dure réalité de la douleur, de la confiance brisée et de l'impossibilité de revenir en arrière. Préparer mon divorce ne consistait pas seulement à clore un chapitre, il s'agissait de remodeler mon identité. Qui suis-je sans ce mariage ? Sans elle ? Ces questions ont hanté mes pensées jusque tard dans la nuit. Mais au milieu de l'incertitude, j'ai senti une lueur de nouveauté, une petite étincelle de liberté et de découverte de soi qui me murmurait « C'est ta chance. Ce ne sera pas facile, mais tu peux te reconstruire. » Et tandis que je franchissais ces étapes vers la séparation, un fil conducteur surprenant et complexe s'est tissé dans mon histoire. Le souvenir, et finalement la présence, de Monica. Elle est apparue non seulement comme un rappel du passé, mais aussi comme un symbole de possibilité. Mais j'étais méfiante, la frontière entre la guérison et la fuite, entre l'espoir et la fuite, était ténue. Mais avant que je puisse explorer cette fragile lueur de lumière, il me restait une autre confrontation à affronter.
Un dernier règlement de compte avec la femme qui avait brisé notre famille et les émotions intenses qui restaient à affronter. Au cœur des chapitres les plus sombres de ma vie, alors que la trahison et l'amertume enserraient mon cœur, le destin avait une étrange façon d'attiser les braises que je croyais éteintes depuis longtemps. Monica, son nom persistait au fond de mon esprit comme une mélodie à moitié oubliée, un souvenir d'une époque où la vie semblait plus simple et où l'amour semblait exempt de tromperie. Nous nous connaissions depuis des années, avant mon mariage, avant la douleur que j'éprouvais maintenant. Il y avait toujours eu une alchimie tacite entre nous, une tension chargée d'incertitudes et d'hypothèses. Mais la vie nous a menés sur des chemins différents, et nous n'avons jamais franchi cette ligne invisible. Monica s'est éloignée, et avec son départ, cette lueur d'espoir s'est estompée. Puis, de façon inattendue, elle réapparut. C'était comme si l'univers avait conspiré pour la mettre sur mon chemin au moment précis où mon esprit oscillait entre le désespoir et le besoin impérieux de quelque chose de réel. Nos regards se sont croisés, et les mots ont coulé sans effort plus que dans mes souvenirs. Elle n'était pas seulement un rappel du passé, elle était le reflet de qui j'étais autrefois et de qui je pourrais redevenir. Mais ce n'était pas une simple histoire de retrouvailles. Monica m'a écouté attentivement quand je lui ai tout raconté, la trahison, les préparatifs du divorce, la confiance brisée. Elle ne m'a pas jugée. Au contraire, elle a respecté mes limites et le douloureux processus que je traversais. Elle m'a confié qu'elle ne s'était jamais mariée et qu'elle aussi portait les cicatrices du deuil et de la solitude. Son fiancé était décédé subitement des années auparavant, lui laissant des blessures encore vives. Cette vulnérabilité partagée a déclenché quelque chose de fragile et pourtant profond. Pour la première fois depuis des mois, je me suis sentie attirée hors de l'obscurité, non pas vers la fuite, mais vers l'espoir. Mais cette lueur d'espoir s'accompagnait du poids de l'incertitude. Pourrais-je m'ouvrir à nouveau à l'amour alors que mon cœur peinait à tenir? Était-il juste, envers Monica et envers moi-même, de commencer quelque chose de nouveau alors que j'étais encore ensevelie sous les décombres du passé? Mon monde intérieur est devenu un champ de bataille où les voix s'affrontent. La part de moi qui aspirait à la connexion, à la tendresse et à la compréhension s'est heurtée à celle qui criait à la prudence, peur de répéter les erreurs, de s'exposer à davantage de souffrance, de voir des blessures non cicatrisées saboter toute chance de bonheur. Et si je poursuivais simplement une illusion pour engourdir la douleur de la trahison? Dans cette tourmente, Monica est devenue une confidente discrète. Nos conversations se sont prolongées tard dans la nuit, brouillant les frontières entre amitié et quelque chose de plus profond. Nous avons parlé franchement des stigmates des relations de rebond, du jugement des autres qui pourraient nous considérer comme précipités ou imprudents. Monica comprenait mon désir d'attendre que le divorce soit officiel, une limite sur laquelle nous étions tous deux fermement d'accord, pour nous protéger et protéger les autres. Alors que je gardais mes distances avec mon mariage en déclin, Monica était une présence constante, patiente, compatissante, m'encourageant à prendre le temps nécessaire pour guérir complètement avant d'aborder un nouveau chapitre. Pourtant, même avec la prudence comme guide, mon cœur me tirait vers un avenir que je n'étais pas sûre de mériter, ni d'être vraiment prête. Grâce à elle, j'ai entrevu non seulement une nouvelle relation, mais aussi l'occasion de redécouvrir l'homme que j'étais autrefois, l'homme qui croyait en l'amour, aux secondes chances, au bonheur possible au-delà de la trahison. Mais pouvais-je saisir cette chance sans me trahir moi-même? Sans trahir l'amour d'autrefois? Tandis que ces questions tournaient en moi, la vie continuait son cours. Les papiers du divorce restaient sur la table, non ouverts, à la maison, et le silence entre ma femme et moi devenait pesant. La voix de Monica à l'autre bout du fil me rappelait doucement que la guérison n'était pas linéaire et que, parfois, le plus dur était simplement de s'autoriser à nouveau à espérer. Le moment arriva enfin, celui que j'avais attendu et redouté pendant des mois. Être assis face à la femme qui avait brisé non seulement mon cœur, mais toute notre famille. Notre maison, autrefois remplie de rires et de réconfort, était devenue lourde de silence et de douleur inexprimée. L'atmosphère était lourde d'impatience, de peur et d'un fil fragile de tensions non résolues qui menaçaient de se rompre. Je me souviens de son visage lorsqu'elle est entrée dans la pièce. Les yeux rouges et vitreux, les joues gonflées, les cheveux en bataille, une coquille fragile de la personne que j'avais connue. Le poids de la trahison l'écrasait à présent, non pas avec l'arrogance ou le déni juvénile que j'avais imaginé, mais avec la réalité crue et douloureuse d'avoir brisé ce qu'elle chérissait.
L'espace d'un instant, je n'ai pas vu ma femme, mais une personne noyée dans le regret et la honte, et cela a réveillé quelque chose de complexe en moi. J'ai pris une grande inspiration et j'ai parlé d'une voix plus assurée que je ne le pensais, il faut qu'on parle. Je sais tout. Je le sais depuis 7 mois. Mes mots flottaient dans l'air comme un nuage d'orage prêt à éclater. Elle n'a pas réagi tout de suite, s'est mise à pleurer, pas le genre de larmes polies et artificielles, mais ces sanglots incontrôlables qui vous secouent au plus profond de vous-même, qui jaillissent des profondeurs de la souffrance. J'entendais la cruauté dans ses cris, le désespoir, la culpabilité, le chagrin. Ce n'était pas de la comédie. C'était de la douleur, réelle et dévastatrice. Elle essaya de s'expliquer, trébuchant sur les mots, cherchant des excuses qui ne faisaient que révéler davantage sa confusion. Ça ne signifiait rien. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. On peut arranger ça, si on essaie une thérapie. Sa voix se brisait à chaque phrase, la tristesse se liant à ses supplications. Mais la vérité était claire dans son regard, elle cherchait l'espoir, une bouée de sauvetage que je ne voulais plus lui jeter. J'écoutais, partagé entre colère et pitié. Une partie de moi avait envie de crier, de confronter tous les mensonges et la trahison. Mais au plus profond de moi, blessé et épuisé, je savais que cette conversation ne portait plus sur les reproches. C'était la douloureuse reconnaissance que ce que nous avions avait disparu. Brisé au-delà de toute réparation. Sa sœur se tenait à proximité, sentinelle silencieuse, ses propres larmes coulant sur son visage. J'appris plus tard qu'elle avait prévenu ma femme de cet inévitable jugement, que sa propre vie avait été bouleversée par des choix similaires. Le cercle de la douleur était plus large que je ne le pensais. J'ai posé les questions qui me brûlaient l'esprit, des questions auxquelles je ne m'attendais pas à trouver de réponse. Pourquoi? Comment as-tu pu nous faire ça, à moi, aux enfants? Que t'est-il passé dans la tête quand tu as fait ce choix? Elle hésita, incapable de donner une réponse claire. Je ne sais pas. Je crois que je me sentais perdue. J'étais égoïste. Je pensais que ça ne ferait de mal à personne. Ces paroles étaient des aveux brutaux, mais rien ne pouvait réparer les dégâts. Au milieu de ses larmes, je lui ai confié la vérité la plus dure que j'ai pu exprimer, on ne peut plus rien faire. La confiance est rompue. Notre famille est brisée. Ma voix s'est brisée, révélant l'intensité de ma douleur. Elle sanglotait de plus belle, implorant une seconde chance, promettant de se confesser à la femme de l'autre, d'en assumer toutes les conséquences, mais je me sentais engourdie. Le mal était fait bien avant ces mots. Nous sommes restés des heures dans cette pièce, le temps s'étirant tandis que les émotions nous submergeaient comme des vagues. Épuisée, j'ai finalement rompu le silence en faisant une suggestion réticente. Pour les enfants, on pourrait peut-être essayer une thérapie familiale. Mais pour nous, il n'y a plus rien. Les jours qui ont suivi ont été un étrange flou. La brutalité de cette rencontre est restée gravée dans ma mémoire, dans chaque recoin de la maison. Elle a raconté sa liaison à tout le monde, la femme de l'autre femme, ses amis, sa famille. Les répercussions ont eu des répercussions sur nos univers communs. Pourtant, malgré sa franchise, je sentais un mur froid se dresser en moi, construit par la trahison, le chagrin et la perte. Je la détestais pour ce qu'elle avait fait, mais je gardais toujours les fragiles souvenirs de ce que nous étions autrefois. Et dans cette haine et ce chagrin, j'ai compris que le pardon, s'il venait un jour, ne serait pas pour elle. Il serait pour moi. Alors que tout semblait s'écrouler dans le monde, ce sont les visages de mes enfants qui m'ont accompagné, clairs, innocents et fragiles au milieu des décombres de notre famille brisée. Leur rire, autrefois la mélodie de ma vie, résonnait désormais d'une confusion et d'une douleur qu'aucun adulte ne devrait jamais avoir à ressentir chez lui. Après cette trahison, mon chagrin était comme une tempête menaçant de les noyer eux aussi. C'était un cruel paradoxe. J'étais brisée, mais je devais être leur forteresse. Leur protectrice. Le moment où je me suis assis avec eux pour leur expliquer ce qui se passait a été l'un des plus difficiles que j'ai jamais vécu. Ma voix s'est brisée tandis que je cherchais des mots assez doux pour les protéger, mais assez honnêtes pour qu'ils n'aient pas peur des ombres qui planaient sur notre famille autrefois heureuse. Parfois, leur ai-je dit, les adultes ne peuvent plus vivre ensemble. Mais maman et papa vous aiment tous les deux, toujours et pour toujours. Leurs yeux brillaient de questions muettes.
Comment rassurer des enfants qui pressentaient un avenir désormais incertain? Comment préserver leur monde alors que le mien s'effondrait? À cette époque, j'ai compris que l'amour seul ne suffisait pas. J'avais besoin d'aide, non seulement pour eux, mais aussi pour moi-même. Notre thérapeute, Sarah, est devenue un phare dans ce brouillard. Avec elle, nous avons commencé à démêler un nœud d'émotions que même les mots peinaient à démêler, la colère, la confusion, l'abandon et l'espoir. La présence calme et constante de Sarah a permis à mes enfants d'exprimer des peurs qu'ils n'osaient jamais me confier, et elle m'a donné les outils pour écouter, vraiment écouter. En dehors de la salle de thérapie, ma sœur Émilie a endossé un rôle plus essentiel, non seulement en tant que membre de la famille, mais aussi en tant que tutrice. Elle s'est investie pour aider à l'école, aux devoirs et aux histoires du soir, veillant à ce que mes enfants ne se sentent jamais seuls. Son soutien indéfectible nous rappelait que même dans les moments les plus sombres, l'amour trouvait toujours un moyen de nous entourer. J'ai également tenu à discuter avec leurs enseignants et leurs coachs, un réseau restreint mais essentiel d'adultes capables de déceler les changements de comportement ou d'humeur et de leur apporter un soutien supplémentaire. Des éducateurs comme Madame Hernandez et le coach Miller sont devenus des alliés de confiance, leur compassion m'a rassurée sur le fait que le monde de mes enfants s'étendait au-delà des murs brisés de notre maison. Pourtant, malgré tous mes efforts, le conflit intérieur que je portais était à vif. Chaque lueur de tristesse dans les yeux de mon enfant me brisait un peu plus le cœur. Je luttais contre la culpabilité, aurais-je pu faire plus? Était-ce notre faute si cette rupture était si grave? Leur innocence aurait-elle pu survivre à cette tempête sans cicatrice? Et puis il y a eu des moments d'amour obstinés qui ont transparu dans cette obscurité. De petits sourires après la thérapie, des rires résonnants lors des soirées jeux en famille, la chaleur des câlins qui m'ont rappelé l'importance de cette dispute. Ces moments ont ouvert la voie au chaos, des lueurs d'espoir montrant que la guérison était possible. Pourtant, une question subsistait: comment avancer vers mon avenir avec un cœur ouvert sans compromettre la fragile guérison de mes enfants? Trouver l'équilibre entre leurs besoins et mes désirs me semblait être un exercice de funambulisme tendu au-dessus d'un abîme. Alors que je les regardais dormir une nuit, à l'abri momentanément de la confusion et de la douleur, j'ai fait un vœu silencieux: même si tout se brise, ils ne se sentiraient jamais abandonnés. Je porterai cette douleur seule, pour qu'elle ne retombe pas sur leurs épaules. Mais ce cheminement vers la guérison était loin d'être terminé. Il restait encore des conversations à mener, des limites à fixer et un nouvel amour à cultiver, non seulement pour mes enfants, mais aussi pour moi-même. Après la trahison et l'épreuve pénible du divorce, je me suis retrouvée à la croisée des chemins, non seulement entre le passé et l'avenir, mais aussi entre le désespoir et l'espoir. La douleur était encore vive, une douleur persistante qui persistait dans tous les recoins de ma vie. Mais lentement, très lentement, un nouveau chapitre a commencé à s'écrire, non pas sans cicatrice, mais empli du courage de guérir et de reconstruire. Les premiers jours après le divorce furent les plus durs. J'étais plongée dans une solitude étouffante, un silence si pesant qu'il résonnait de souvenirs de ce qui avait été. Chaque lieu familier, chaque routine portait le fantôme de sa présence et avec lui, la douleur de la perte. Les nuits étaient les plus cruelles. Je me retrouvais aux prises avec cette question incessante: qui suis-je sans elle? C'était comme perdre une partie de moi-même, l'homme que je pensais être, défini par un amour désormais brisé. Pourtant, au milieu de l'obscurité, de petits gestes de bien-être sont devenus ma bouée de sauvetage. Des amis comme Marc et ma sœur Émilie, des piliers inébranlables dans la tempête, m'ont rappelé que la guérison était un processus, et non une destination. Les textes de Marc, simples mais puissants, un jour à la fois, sont devenus mon mantra. La présence d'Émilie, que ce soit dans un café partagé ou une oreille attentive, m'a enveloppée de la chaleur d'une famille qui refusait de me laisser complètement m'effondrer. Une partie de ma reconstruction consistait à renouer avec les aspects de moi-même que j'avais négligés, les passions, les rêves, les joies simples que le divorce menaçait d'enterrer. J'ai renoué avec des loisirs et des centres d'intérêt qui me semblaient autrefois anodins, mais qui sont devenus des ancrages sacrés, les joggings matinaux dans le parc tranquille, les longs trajets en voiture au son d'une musique qui m'a fait vibrer, les livres qui m'ont offert évasion et réflexion. Ces moments de solitude n'étaient pas des échappatoires, c'étaient des étapes vers la redécouverte. Mais le paysage émotionnel n'était jamais serein.
Il y avait des jours où l'amertume surgissait, où les blessures de la trahison se ravivaient avec une intensité nouvelle. Le pardon me semblait impossible, une montagne trop escarpée à gravir. Je me débattais avec des questions de confiance. Pourrais-je un jour me permettre d'être à nouveau vulnérable, de croire en l'amour sans craindre d'être brisé? Dans ce combat intérieur, j'ai découvert une vérité surprenante. La guérison ne consistait pas à oublier ou à excuser le passé, mais à reprendre le contrôle de ma propre histoire. J'ai compris que le pardon, lorsqu'il viendrait, serait un cadeau que je m'offrirais, une libération des chaînes de colère et de chagrin qui me retenaient prisonnière. Lentement, j'ai ouvert mon cœur à de nouvelles possibilités, non par désespoir, mais avec un espoir prudent. Le nom de Monica résonnait sur mes lèvres, non plus comme un murmure interdit, mais comme une douce invitation à imaginer un avenir où la confiance pourrait se reconstruire par l'honnêteté et le respect. Pourtant, même alors, les limites restaient sacrées, j'avançais prudemment, consciente du fragile équilibre entre aller de l'avant et honorer ce qui avait été perdu. Ma famille est restée la pierre angulaire de ma guérison. Le sourire de mes enfants, leur résilience et leur amour indéfectible m'ont donné de la force dans les moments où le mien vacillait. Les séances de thérapie sont devenues non seulement une source de soutien, mais aussi un lieu pour construire ensemble un chemin vers l'avenir, en reconnaissant la douleur tout en nourrissant l'espoir. Ce voyage douloureux, complexe et imprévisible est toujours en cours. Il m'a appris que la perte n'est pas une fin, mais une transformation. Que des cendres d'un chagrin peut émerger une personne plus forte et plus sage. Aujourd'hui, je sais qu'il n'existe pas de solution miracle, ni de solution miracle. Mais il existe une croissance, du courage et une détermination tranquille à revivre pleinement. Ce n'est pas seulement mon histoire de douleur et de trahison, c'est un témoignage de résilience et de la capacité de l'esprit humain à guérir. Et si vous suivez un chemin similaire, sachez ceci, vous n'êtes pas seul. La guérison est possible, un battement de cœur à la fois. Merci de m'avoir accompagné dans cette aventure. Si vous avez vécu une situation similaire ou si vous avez des réflexions à partager, laissez un commentaire ci-dessous et dites-nous d'où vous regardez. Votre histoire compte, et ensemble, nous pouvons trouver la force. Souhaitez-vous que je vous aide à rédiger une section de clôture qui relie toutes les parties et encourage la réflexion et l'engagement du spectateur ?